On est là pour parler de l'artisanat et de la place du numérique au sein de l'artisanat. Comment ça influence, comment s'en servir et voilà, parler un peu de tout ça. Moi je suis Mathieu de l'association Les Tracoles. Je m'occupe de l'EVS numérique et l'idée c'est, mon poste est de permettre aux gens d'avoir accès à des outils numériques aussi bien de manière personnelle que de manière professionnelle et de mettre des petites choses de leur faire découvrir, de mettre beaucoup de choses à disposition. Okay. Moi c'est Pierre-Henri, je suis artisan marketeur et j'ai mon atelier de marqueterie qui est situé à Saint-Thomas-en-Royan. Voilà, je suis installé là depuis maintenant décembre dernier, quasiment un an. Et donc je travaille sur du décor sur mobilier principalement. Thomas, moi je suis plutôt sur une autre forme d'artisanat, je travaille dans tout ce qui est spectacle vivant et sur tout ce qui est utilisation des outils du numérique, enfin des nouvelles technologies sur l'espace du plateau. Du coup, ça peut aller de faire une machine à gouttes d'eau qui fait des gouttes qui tombent, qui font toute la musique du spectacle pour une compagnie de cirque, à développer un gant interactif pour un beatboxer, à faire danser des robots, à toute forme de chant. Du coup, il y a une forme d'artisanat puisqu'il y a de la conception et de la fabrication à chaque fois, pour chaque forme de spectacle. Et beaucoup d'utilisation numérique et de comment l'intégrer dans la conception et dans le plateau. Moi c'est Tim, j'habite Saint-Jean et je suis micro-entrepreneur dans la menuiserie et bénisterie. Enfin tout ce qui est travail du bois, un petit peu en tout genre, beaucoup de fabrication de petits objets surtout, comme des jeux en bois, des lampes ou des boîtes, pas mal de petits objets. Et du coup le numérique va commencer un petit peu à me faciliter un peu la vie. Comment en êtes-vous venu à utiliser le numérique dans vos activités ? Alors moi pour ma part, en fait, avant d'arriver là, pendant 5 ans, j'étais enseignant en marqueterie. Et donc tout en étant enseignant, j'étais enseignant en gros en 2011. Et c'est au moment où, pour ma part, dans les métiers d'art, c'était l'avènement en fait, du numérique. Tout arrivait, les impressions 3D, le laser arrivait. Et moi, j'ai décidé d'intégrer le laser à la formation, histoire que en fait, les élèves ne soient pas largués et puissent continuer à faire évoluer le métier, pas simplement apprendre un métier, mais essayer de l'intégrer aussi au XXIe siècle avec les outils que la technologie peut nous apporter. Donc c'est en 2011 où j'ai commencé vraiment à m'intéresser, moi, pour ma part, au laser et au champ du numérique. Moi pour le coup j'ai une approche un peu différente, c'est que j'ai fait une école d'ingénieur. Du coup j'ai appris dans ma formation beaucoup d'informatique, de programmation, donc ce qu'il y a derrière les outils du numérique. Et j'ai bifurqué après cette formation dans le milieu du spectacle, où naturellement j'ai utilisé ces outils. Moi, je suis arrivé par ce biais-là pour les mettre au service du plateau. Et très vite, je suis rentré aussi sur des aspects plus de conception. Le faire que programmer des images pour le spectacle, ça ne m'intéressait pas. J'avais envie de rentrer aussi dans du faire, dans du construire, Du coup, c'est plutôt la pratique de l'artisanat et du faire que j'ai greffé sur ma pratique du numérique, qui elle est ma base. Okay. Ouais, pour mon cas, du coup, c'est surtout au niveau des jeux en bois que j'ai commencé à m'approcher du numérique parce que je fais beaucoup de jeux de plateau. Et pour dessiner, du coup, tous les tabliers, ce qu'on appelle les tabliers, c'est les dessins, des cases et tout ça, des plateaux de jeu, je faisais tout à la main. Et lorsque j'ai découvert la graveuse laser, je me suis dit, oh là là, quel outil magnifique. Donc j'ai décidé de m'en acheter une pour voir ce que ça allait donner. Donc là, il a fallu que je me remette un peu à l'ordinateur, à faire tout ce qui est schéma, vectorisation, etc. Que j'apprenne à utiliser ces différents logiciels. Première mise en main. Et puis ensuite, une fois que la machine était en route, ça me permettait de graver tout ce que je voulais sur le bois de manière propre, nette, efficace et plus rapide. Donc quand je faisais des grosses séries d'une trentaine de jeux, et c'est parti, je les mettais les uns après les autres et puis j'avais le temps de faire autre chose
Donc j'en suis venu à utiliser ce premier outil-là dans le numérique. En tout cas, ça me permet de gagner du temps et de la précision. Fraiseuse CNC, pas du tout. Pour l'instant, non. Je vais y venir progressivement. Je vais y venir dans l'objectif de faire d'autres produits qui auraient besoin de ce type d'usinage. Mais pour le moment, je fais beaucoup en manuel ou en électroportatif. Mais voilà, progressivement, j'y viens, je vois ce qui est vraiment intéressant dans ma pratique. Ce qui peut vraiment m'apporter dans mon travail. Voilà. Eh bien, tu as répondu à la question suivante que je voulais poser, mais c'est comment, alors ça concerne plus Pierre et Tim, mais c'était comment pour toi, Pierre, maintenant, le numérique intervient dans ton activité? Bah, ça va dépendre en fait de ce qu'on me demande comme type de chantier. Moi, je peux m'en servir en amont sur tout ce qui va être le travail de conception au niveau de la marqueterie ou même de gabarit, pour des formes reproductibles. Ça, c'est hyper intéressant. Après, ça me permet aussi de répondre à des chantiers qui vont être super importants au niveau de la taille. Par exemple, je peux travailler pour des halls d'immeubles, des choses comme ça, des hôtels, des restaurants. On va me demander des panneaux de marqueterie qui vont faire 3 mètres par 2, avec des timings qui sont assez serrés. Et c'est vrai que là moi, j'ai un gain de temps qui est assez fou. En fait, on prend un peu plus de temps sur tout ce qui va être dessin et conception, assisté avec l'ordinateur. Mais par contre, derrière, au niveau de la fabrique, c'est un temps qui est gagné qui est assez considérable. Et surtout, il y a aussi une chose, c'est-à-dire que, en fait, l'erreur qu'on peut faire à la main, on ne la fait pas, la machine ne la fera pas. Si une erreur à la fin, c'est-à-dire que c'est moi qui me suis planté sur la programmation, mais on est sûr que tout fonctionne une fois que c'est débité. Et ça, c'est aussi quand même... on avance assez sereinement grâce à ce genre de processus. Et puis ça nous fait gagner un temps, hein. Et aujourd'hui, le temps, en fait, c'est hyper important. Moi, je vois sur de l'artisanat d'art, très souvent, on a des timings serrés quand on travaille pour des marques ou avec des fournisseurs. Et ça nous permet à répondre à des projets qui sont intéressants. Et surtout, en fait, on a des objets qui sont... des outils qui arrivent à être abordables aujourd'hui. Parce que, en fait, moi, le laser, je l'utilise depuis 2010, ça existe depuis des dizaines d'années, finalement. Simplement, aujourd'hui, en fait, on arrive à l'intégrer dans l'artisanat, et ça, c'est fabuleux. Parce que moi, j'ai un atelier, je suis tout seul, j'ai pas une grosse multinationale, une grosse société, sans parler d'une multinationale, mais voilà, ça me permet de développer et de gagner en rapidité, de tester aussi. C'est-à-dire que je peux faire plein de tests et puis reproduire, et surtout, pendant que la machine bosse, c'est ce que disait Tim aussi, c'est que derrière tu fais autre chose. Donc ça remplace beaucoup de mains, quoi. Bon, tu vas jamais trop loin, mais... Oui. Non, ouais. Ouais, mais c'est comme un apprenti. C'est ça. Après, c'est un apprenti qui bosse au 10e de millimètre. Hein. Ouais, c'est quand même un super apprenti. C'est quand même, ouais. Mais c'est vrai qu'actuellement, on voit avec l'essor des machines open source qui commencent, alors c'est dommage parce que c'est beaucoup des machines chinoises, mais on commence à les trouver de manière abordable, comme toi tu utilises une machine qui coûte moins de 150 euros, donc ça devient quand même assez rentable, parce que tu disais pareil tout à l'heure, toi, en bas tu avais des machines, une petite graveuse, c'est pareil, c'est des petits modèles de profilés aluminium. De profilés alu, tu les montes toi-même. Des petits moteurs NENA. Tu les achètes en kit et du coup, tu en as pour quelques centaines d'euros. Et ça, c'est déjà très très capable comme machine. Ça ne vaut pas des machines de très haut de gamme. Là, j'ai souvenir sur la fraiseuse CNC, la plus hallucinante, ce que j'ai vu, c'était on bossait avec un artiste et on jouait dans les logos d'Airbus. Et on jouait devant 2 machines qui commençaient à mettre en prod, qui étaient des machines dans lesquelles il rentrait un bloc d'aluminium de 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres. Un bloc de... Donc, plus 4, ça fait... C'est gros. Qui rentre il ferme la machine, et là, tu as un bras, ça passe dans tous les sens. Et de ça, la seule pièce, ils m'ont montré plusieurs pièces qu'ils faisaient, mais une qu'ils utilisaient, qui sortait en prod pour les avions, c'est tout l'avant du cockpit de la 380. Parce que pour poser les vitres, etc., tout doit être vraiment
ultra précis. Parce qu'il faut que tu as des pressions d'air qui sont hallucinantes. Ils le sortent en une seule pièce. Ils le sortent en une seule pièce. C'est ce qui est dingue. Et ce qu'il disait, ce qui est cool avec l'alu, c'est que derrière, tu refonds et tu refais un bloc. Et ça, tu peux le faire plusieurs fois. L'alu se... Et du coup, en fait, et donc la machine, là où j'ai le plus halluciné, c'est qu'à partir d'un bloc de 2 mètres, elle te sort ce profilé où tu as des fenêtres qui fait quelques centimètres de haut avec quelques millimètres d'épaisseur. Et je crois que c'est 4 heures de temps. Un truc comme ça. Ça va à une vitesse qui est hallucinante. Ça va tailler dans le... Mais après, c'est d'autres machines. Ça, pour le coup, c'est jamais des machines qu'on trouve en Fab Lab. Oui, ça, c'est sûr. Mais oui, ça c'est. Mais ce que tu disais, oui, les machines aujourd'hui sont devenues accessibles. Ouais, complètement. Que ce soit, il y a énormément de machines qui sont devenues très accessibles. Et modifiables aussi, et évolutives. La tienne, peut-être moins, parce que Moi, j'ai acheté. Ta découpeuse laser, c'est quand même un modèle vachement très professionnel par rapport à ce qu'on utilise potentiellement. Alors je sais pas si le fait de les monter soi-même ou pas c'est moins professionnel, mais en tout cas moi j'ai pas les, si tu veux, j'ai pas, il y a un moment où je m'arrête, je touche à beaucoup de choses, mais en fait l'électronique et tout j'y touche pas, je connais rien et ça me fait un peu peur, je t'avoue. J'ai pas forcément ce temps-là, donc moi j'ai pris le parti d'acheter une machine qui était déjà toute montée, mais qui restait abordable. C'est vrai que enfin voilà, aujourd'hui, moi ça coûte 6 000, je l'ai acheté 6 000 € avec l'import pour être complètement transparent. C'est une machine, la R&D c'est fait en Suisse et après ils ont l'origine de prod qui est faite en Chine. Voilà, ça reste abordable pour un artisan. Si on prend des machines comme genre Trotec, pour citer une marque, qui est un peu la Rolls-Royce de ce qui se fait en découpe laser sur de la machine sur roue, voilà, il faut rajouter un zéro par rapport à la table que j'ai. Donc, Ah oui, je vois que sur les Fab Lab, par exemple, les grosses fraiseuses qu'ils ont, les Shockbot, les plus gros les modèles qui sont présents en Fab Lab oscillent entre 10 000 et 15 000 € à peu près. Et c'est des fraises, voilà, et où tu mets des panneaux complets normalement elles prennent 1,50 m par 3 mètres. Celle qui a en tout cas 8 Fab Lab et celle de la Casemate. C'est de la Casemate, c'est à peu près ça. C'est les deux mêmes normalement qu'ils ont. Et ouais, donc ça fait quand même des sacrés panneaux. Oui. Mais c'est vrai qu'en coût, ça reste tout à fait abordable, même complètement. Pour un Fab Lab, et puis même pour un artisan ou pour une petite entreprise. C'est des coûts qui sont absorbables par rapport aux gains, quand tu comptes. C'est des machines qui ont une bonne durée de vie aussi. C'est pas la machine, tu vas t'en servir pendant 3 heures et puis tu vas la fumer derrière. Ça, tu t'en prends soin. Oui, c'est comme tout ça. C'est vrai que Tim, l'autre fois, tu nous parlais un peu de ton intérêt sur la modification et sur l'évolution de ces machines-là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Disons qu'avec l'expérience que j'ai eue avec la petite graveuse laser, c'est juste une graveuse, pas une découpeuse, qui fonctionne de manière très simple avec 3 moteurs. Quand j'ai regardé un petit peu plus loin, j'ai vu qu'il y avait des fraiseuses CNC qui se basaient un peu sur le même modèle, qu'il y avait des kits nature simples où on peut rajouter son propre outil dessus, que ce soit une tête de fraisage ou un laser ou un stylo, juste un stylo ou un crayon. Il y en a qui font ça tout simplement pour dessiner avec un moteur vertical. Et dans l'idée, ça reste en fait presque d'une nature mécanique relativement simple. Bon, il y a tout ce qui est programmation, très souvent Arduino et tout ça sur ces petites machines, mais dans certains contextes où on a envie de créer quelque chose de manière artisanale, mais de pouvoir s'amuser aussi avec ce numérique. Je travaille beaucoup par exemple la calebasse. La gourde de calebasse qui est un fruit, un cucurbitacé qui sèche qui durcit en séchant. Et voilà, je les découpe, je les perce, je les grave, etc. Et ça peut être presque intéressant à un moment donné d'essayer d'automatiser une petite machine pour venir faire de la gravure, de la pyrogravure ou juste du tracé ou autre chose dessus. C'est des choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Ou un laser sur cylindre, d'avoir
au lieu d'avoir son X et son Y, on va avoir du coup un cylindre qui va tourner et le laser qui va se déplacer uniquement de manière Sur un seul latérale. axe. Voilà, sur un seul axe. Et c'est des choses qui permettent un petit peu je pense de faire un peu de création grâce au numérique, de pouvoir s'amuser à se dire, tiens, si on pouvait faire ça, ça pourrait être chouette, ça pourrait avoir un beau rendu, ça pourrait être original, ça pourrait expérimenter un peu d'autres formes, quoi, vis-à-vis de la création. Enfin, dans l'idée, ça peut être amusant. En tout cas, pour Ouais, puis après, s'amuser. ça nous amène autre part en fait. Ouais. C'est des machines, elles sont faites pour une fonction, et puis toi tu t'adaptes, ou tu adaptes ton métier aussi grâce à cet outil-là, et ça te permet d'aller plus loin, de découper d'autres choses. Ou moi je vois, on a fait pas mal de choses pendant que j'étais prof en découpe partielle, donc on découpe le matériau mais pas jusqu'au bout, Ouais. ce qui permet d'arriver à plier facilement. Ouais. Et sur des plaquages où on est sur du 6/10, on arrive à avoir une précision qui est complètement dingue. Ouais. Enfin, nous, on avait fait des choses, on avait fait une marqueterie de plumes replaquée et qui, sur un CP, un contreplaqué qui faisait 4/10 de millimètre, on avait mis sur table aspirante, on avait collé ensuite sur un textile, mis sur table aspirante et on découpait partiel des espèces de formes pour qu'ils puissent s'articuler, et c'était devenu un châle à la fin. Ça, je veux dire, ça sans le laser, on n'aurait jamais été ici. Ouais. Donc ça nous permet aussi d'explorer et de développer des pratiques qu'on ne pouvait pas faire en Ouais. fait. Le tout, c'est de réfléchir comment on peut faire pour les intégrer et vers où, quand on est créateur, vers quoi on peut aller. Et c'est, Oui, puis après, c'est de infini. côté, il y a comment ces outils permettent d'augmenter nos pratiques, Ouais. justement ce que tu disais, dans du bois, pouvoir faire un certain type de découpe qui permet de venir le plier, de Ouais. venir le travailler différemment. Dans du papier, moi je sais que j'ai beaucoup travaillé sur l'origami à un moment, de faire pas des pré-découpes, mais juste un trait de gravure sur Ouais. du papier très Ouais. rapide, qui fait que du coup ça fait un prépli. Ouais. Et que tu en origami, et que du coup pour faire des tessellations, enfin pour faire certains types Ouais. d'origami, ça va ultra vite, parce que tous tes préplis sont faits. Et ce que tu disais qui est aussi de non plus... Enfin, comment ça transforme nos pratiques, mais aussi comment, quand on, notamment sur le DIY, les machines que Oui. tu fais toi-même, en t'emparant, parce que les mécaniques sont relativement simples, en t'emparant du fer de la machine, comment ça... Tu peux transformer la machine pour créer aussi de nouvelles types de machines propres à une pratique ou à Un usage particulier. un usage. J'ai vu comme ça un mec qui s'était amusé à transformer une fraiseuse numérique pour en faire un dessinateur sur œuf. D'accord. Du coup, il avait fait juste un petit moteur qui faisait tourner les œufs. Ouais. Et il y a Il avait coupé l'autre en max. qui venait amener le pinceau. Mais comme les œufs ont à peu près tous le même gabarit, Ouais, à peu près. plus ou moins, du coup, il arrivait à venir. Et c'était vraiment sur la bidouille. Enfin, c'était un truc qui fasse tourner l'œuf. En fait, il avait récupéré, je sais plus quel mécanisme, mais. Et en fait, sur de la bidouille, tu arrives assez vite à faire aussi des trucs qui sont plutôt amusants. Aussi en bidouille, ça c'était un test qu'on avait fait avec des copains qui sont sérigraphes. Moi, je travaille beaucoup de laser aussi dans mes pratiques artistiques. Donc le laser de spectacle, qu'on utilise principalement dans de la fumée pour faire du volumétrique. Le laser qu'on trouve dans toutes les discothèques. Ok. Et avec des potes sérigraphes, on s'est dit, le sérigraphe, c'est la sérigraphie pour l'insolation du cadre, c'est de la lumière. Moi, je bosse la lumière, mais sur notre truc, vas-y, on essaye d'insoler le cadre au laser. Du coup, on a fait pas mal de tests. Il se trouve que ce qui marche le mieux pour insoler, c'est plutôt les couleurs dans le bleu et l'UV. Et effectivement, ça permettait de faire une autre type d'insolation qui fait en négatif aussi, puisque du coup, quand on insole un cadre, c'est les points, les parties sombres. Oui, c'est ce qu'on fait en ombre qui va être en lumière. Ouais, c'est un positif. Et là, du coup, ça fait un positif dans l'autre sens. C'est que le trait, ce qui fait que derrière, quand tu passes ta peinture, tu passes une quantité de peinture folle, parce que tu as juste le petit trait où est passé le laser qui fait le noir. Du coup, tu passes énormément de peinture, mais ça faisait aussi un rendu qui était tout à fait intéressant. On n'a jamais poussé, mais... oui, c'est des choses qui peuvent être C'est bien ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, on se posait la question, là sur la place des possibles, on a Diane qui fait de la sérigraphie, et on a pas mal de potes aussi personnellement qui font de la sérigraphie. Et c'est vrai que je me demandais justement si on avait moyen de faire de la sérigraphie avec pour justement la sonorisation des cadres.
comme ça, et c'est vrai que c'est bon, voilà. Avec le laser, ça marche. Ça va Alors, dans ma ça te question. crame les cadres aussi. Mmh. Il y a des cadres qu'on a cramés comme ça, Ouais. même avec du laser de spectacle, qui n'est pas du tout du laser de machine, Mhm. c'est du laser beaucoup moins puissant, qui est Combien plus diffus. par ordre d'idée En puissance Ouais. Moi, je travaille avec, du coup, c'est ceux que j'ai ici, c'est du 900 milliwatts. Dedans, il y a 3 lasers, un rouge à 300 milliwatts, le bleu à 500 et un vert à 200, un truc comme ça. D'accord. Du coup, en mélangeant les trois, tu peux faire à peu près, enfin, plus ou moins un champ de couleurs relativement large. Mm. Euh, mais après, par contre, c'est beaucoup moins condensé aussi. C'est des faisceaux qui font, moi, je serais sur du 3 à 5 mm d'épaisseur. D'accord. Là où une graveuse laser, on va essayer au contraire de le Ouais. compresser au maximum. Ouais. Ce qui permet aussi, comme moi je travaille sur des faisceaux plus larges, de limiter la dangerosité, et encore plus quand je l'envoie sur des gens, je travaille avec des optiques qui font comme une lumière normale, en fait, qui vont diffracter le faisceau, qui fait qu'à 1 mètre, il va faire, la tâche va non plus faire 3 mm, mais 3 cm, et du coup descendre la dangerosité par c'est un facteur exponentiel, donc très très rapidement, tu rentres dans des champs qui sont plus dangereux. D'accord. D'après vous, quels sont les points négatifs de l'usage du numérique dans l'artisanat? Quels sont les dangers et les points où il faut être vraiment vigilant? Est-ce que vous identifiez quelque chose comme ça qui pourrait être une limite entre le... Moi, c'est vrai que voilà, je sais que beaucoup de gens à qui je communique là-dessus, en fait, ce qui ressortait, c'est qu'ils avaient peur que l'artisanat disparaisse au profit en fait, de capacités que, au lieu de faire des travaux de leurs mains, que les gens prennent des machines et fassent plus que de la petite série, mais fait uniquement entièrement en machine. Et ça, c'était une de leurs craintes. Est-ce que vous la ressentez? Est-ce que vous l'avez aussi Ben, moi, ce que je vois, en fait, par rapport à ma pratique, c'est je suis vraiment dans un créneau sur le métier d'art. Aujourd'hui, moi, je fais la différence entre un ouvrage qui est fait au laser et un autre qui est fait à la main. Je travaille, à la main, je suis au demi-dixième, on dirait à l'œil nu. Au laser, je ne fais pas mieux. Je vais gagner en temps, en rapidité, mais j'arrive à voir en fait un ouvrage quand il est fait à la main. Et pour moi, la dangerosité du truc, c'est de se dire, c'est que les gens perdent l'éducation et perdent l'œil à un moment et qu'ils ne fassent plus la différence entre un ouvrage qui a été fait en numérique et un ouvrage qui a été fait à la main. En fait, à la main, on a toujours une espèce de vibration qui est rajoutée de fait du défaut, parce encore une fois, on n'est pas des machines, quoi, donc forcément, on sait vivre un petit peu et c'est ce qui fait la richesse et la beauté en fait des œuvres aujourd'hui plastiques. Moi, j'ai essayé de faire ce qu'on appelle la marqueterie à l'arène, c'est des carrés avec une petite fleur dans chaque carré qui sont mis tous côte à côte. En fait, c'est un motif 18e qui est traditionnel. J'ai essayé de le faire au laser. Sérieusement, on dirait un vénilia, quoi, un papier peint. C'est dégueulasse. Et parce que, en fait, c'est parfait. Et donc la perfection des moments, en fait, elle amène à un truc qui devient complètement impersonnel et très très froid. Alors le fait de faire à la main, même si c'est exactement la petite fleur que moi je les découpe en épaisseur, donc je peux en découper 10 à la fois. Donc là je vais avoir quand même un moyen de reproduction où je vais avoir les mêmes mais par série de 10. Après je les dispose de manière aléatoire, histoire que justement il n'y ait pas quelque chose de chiant et répétitif. Et il y a quelque chose qui vit beaucoup plus, qui vibre en fait et qui accroche la lumière. Et pour moi, la dangerosité, c'est de se dire demain tout est fait en numérique et en fait les gens ne verront plus la différence. Et moi, c'est cet œil-là que j'ai envie que le spectateur, l'acheteur, le collectionneur, le particulier qui va voir quelque chose puisse sentir les vibrations et l'âme qu'on va y mettre dedans. Voilà. Si demain ça se perd, on aura tout faux en fait. Ouais. Non, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je pense que le numérique apporte effectivement de nouvelles possibilités. Maintenant, il faut garder toute une partie à la main parce que ça, c'est elle qui donne le vivant dans l'objet, c'est elle qui donne le vivant dans la création. Enfin, c'est toutes les micro-imperfections qui rendent l'objet. Après, je pense que ces imperfections, avant que l'œil... en fait, très vite, on fait la différence quand on voit deux objets entre un objet d'IA qui est ultra formaté, très numérique, très froid, ou entre deux objets, un qui est fait en artisanat
tout en numérique et un où tu as une partie faite à la main, une partie en numérique et un tout à la main. Si une partie numérique, une grosse partie main, tu ne feras pas forcément la différence. Si tout est au numérique, oui, tu le verras. Et c'est ce qu'on appelle qui a été beaucoup un débat dans le jeu vidéo, ce qu'ils appellent la Uncanny Valley, de comment dans le jeu vidéo et dans le film, la 3D a été de mieux en mieux et de plus en plus belle, et beaucoup disaient à un moment la 3D remplacera l'image, remplacera et il y a eu tout un débat qui disait que on s'approche de plus en plus, on se dit waouh, c'est fou, puis il y a un moment où ça devient tellement proche du réel qu'on tombe dans ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, parce que notre œil, le premier regard, ne fait pas la différence, mais le corps dit il y a un truc, le dit non, là c'est pas ça, il y a un truc qui va pas. Et en fait, c'est ce qui se passe sur les visages notamment. Il y a plein de choses qu'on perçoit, même à travers l'œil d'une caméra, qui sont les micropulsations de la peau, plein de petites imperfections du grain, etc., qu'on n'arrivait pas à faire en numérique. Et aujourd'hui, on arrive à passer tout doucement de l'autre côté, mais on garde quand même un truc qui reste très froid. Et on n'aura jamais le vrai du physique, du vivant. Ce que tu racontes, ça me fait penser un peu à une petite anecdote sur un dessin animé qui s'appelle le Voyage de Nemo, où les gars sont allés tellement loin dans la création des effets sur l'eau qu'au moment où ils ont présenté à la production le film, ils leur ont dit non, ça va pas, c'est un dessin animé qu'on a fait. Et donc ils ont dû baisser la qualité du rendu de l'eau sur leur scène pour pas que les gens aient l'impression que ce soit des incrustations d'images dans de la vidéo. D'accord. Et donc ils ont dû baisser, donc ça montre bien qu'on en est à un stade où on est en train de rattraper, mais en même temps en fait les gens s'aperçoivent que ça correspond pas à ce qu'ils veulent faire, et qu'il faut qu'on ait toujours cette impression quand même de faux aussi. Ça correspond pas, et puis il y a un truc qui va pas, même si l'image elle est super parfaite, il y a un truc qui est étrange, qui est froid, qui est... Comme une personne avec trop de fond de teint, par exemple. Par exemple. Exactement. On voit plus les micro-imperfections. C'est ça, c'est exactement ça. Quelqu'un qui a trop de fond de teint, tu fais non. Je sais que j'en ai croisé trop de fond de teint, et en fait je trouvais ça... C'est plaisant de loin, mais en fait dès que tu te rapproches, en fait c'est flippant, parce que tu as l'impression d'avoir une personne qui a du plastique sur la peau. Exactement. Et c'est vrai qu'on retrouve vraiment ça, quoi. Ça donne des choses étranges. Oui, mais c'est vrai que... il y a cette peur effectivement de tout numériser, mais en tant que petit artisan, moi personnellement, j'ai découvert le numérique petit à petit. J'ai découvert un outil numérique qui m'a permis de faire une étape dans ma production d'un jeu, du bois brut jusqu'au jeu ciré, huilé et compagnie. Et en fait, je m'en sers comme un outil proportionnellement à une scie circulaire, une dégo rabot ou autre chose. Donc je reste quand même relativement manuel, même si j'utilise des outils qui sont quand même électriques. Mais pour moi, c'est vrai que le numérique, ça reste juste un outil pour me donner une étape de fabrication. Mais elle ne va pas me donner toutes les étapes. Et si je devais prendre du numérique pour réaliser toutes les étapes de ce que je veux produire, ce serait vraiment même plus intéressent. C'est ce qui se passe dans l'industrie finalement. Oui, dans l'industrie, parce que moi je reste un petit micro-entrepreneur, je fais des petites choses qui me plaisent, que je vends à droite à gauche. Mais pour moi le numérique, c'est vrai que ça reste un outil. Mais c'est vrai qu'il faut que ça reste un outil, sinon tu sors de l'artisanat d'une part. Et puis tu rentres dans l'outil art, dans des objets qui sont normalisés, qui sont froids. Ou qui sont dans d'autres productions, tu vois. Moi j'avais une super boîte d'ébénisterie qui était à Paris, qui a déménagé maintenant à Charleville-Mézières, là. Ils ont un super bâtiment, 3000 m², ils ont rentré des commandes NUM. Et en fait, moi j'ai des potes qui bossaient là-bas, et là ils sont partis. En fait, ils disent voilà, maintenant on a rentré les commandes numériques, donc tout ce qui était intéressant, tu vois, le tracé du pied Louis XV, avec le débit et tout ce qui fait que en fait, l'intérêt du métier, nous aujourd'hui on le perd, on fait qu'assembler en fait, des pièces qui sont sorties en commande numérique. Donc on est plus. En fait, tu as les opérateurs, tu as ceux qui dirigent la machine, puis tu as ceux qui la chargent,
ceux qui la déchargent, Ceux qui assemblent derrière. qui sont ébénistes, eux, tu vois, et qui assemblent. Mais en fait, il n'y a plus le plaisir. Donc voilà, à quel moment et là, on est sur du meuble très très haut de gamme, tu vois, qui ont fait soit en pièces uniques, soit vraiment en très petite série. Et là, on sent c'est une boîte qui est en train de basculer, qui bascule de l'autre côté, et les gens, en fait, ils perdent leur plaisir à y travailler. Ouais. Est-ce que vous pouvez envisager la place qu'occupera le numérique, par exemple, dans 10 ans dans les métiers de l'artisanat? C'est un peu une question. C'est vrai que j'aime bien ce genre de questions-là, en fait, où on demande aux gens de se projeter. Dans votre activité, par exemple, vous pensez que ça change dans les activités comme les vôtres, mais vous pensez que ça changera? Vous pensez que ça ira encore plus loin, que les gens seront là, qu'on aura une sorte de retour en arrière un peu technologique parce que le besoin ou le rapport de l'artisanat... Après, c'est une vision un peu utopiste que je vous demande, parce que quel serait votre idéal, par exemple, de cette projection-là et de l'utilisation des outils Moi, je pense que le numérique, moi, je découvre tout juste. Je suis pas non plus un pro de l'informatique. Il m'a fallu un moment pour commencer à maîtriser un tant soit peu les logiciels pour la gravure, etc. Lorsque je passerai à l'usinage CNC, ça va être une autre paire de manches. Donc déjà, ça demande quand même, pour ceux qui font un travail manuel dans un premier temps, un temps d'adaptation à un outil qui est plus intellectuel que manuel. Il va falloir se pencher un peu quelques heures quand même sur l'écran pour arriver à maîtriser ce type d'outil. Mais si on commence à apprécier ce genre d'outils et qu'on entrevoit du coup les possibilités, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir créer aussi ses propres outils numériques, à partir du moment où on s'y intéresse, on commence à comprendre la méthode de conception et de ce que ça peut nous apporter, je pense qu'il y a presque plus... on peut toujours repousser les limites, parce qu'on est dans une société effectivement qui du coup s'avance vers le numérique depuis des dizaines d'années. Ça va toujours plus loin, la 3D, les jeux vidéo maintenant avec les casques et tout, ça commence à devenir un monde complètement hallucinant, alors que la Nintendo 64 c'était il n'y a pas si longtemps encore pour moi. Et c'est vraiment des choses qui demandent, je pense, à évoluer, mais chacun à notre échelle. De toute façon, c'est sûr que là, on peut effectivement parler d'échelle en tant que petit artisan de ce qu'on est ici. Et je pense qu'on peut vraiment s'amuser. S'il y a des nouveaux modèles qui commencent à sortir, qui donnent des fonctionnalités plus intéressantes, plus performantes, etc., pour que ça tombe un peu moins en panne, des cartes Arduino qui sont de meilleure qualité, c'est vrai que parler des points négatifs, ce que j'ai vu en tout cas avec ma petite graveuse laser, c'est qu'à un moment donné, elle est tombée en panne. 2 fois. Donc il a fallu réussir à trouver la panne. La première panne, c'était problème d'alimentation. Et plutôt que de racheter une Alim, je me suis penché un peu dessus. Et maintenant, ma graveuse laser fonctionne avec une alimentation d'ordinateur, de tour d'ordinateur. Voilà. Ça me permet du coup de rajouter de la lumière, rajouter des trucs dessus, et puis de ne pas avoir à dépenser dans une nouvelle Alim, etc. De pouvoir créer aussi un nouvel outil grâce à ça. Et puis la carte aussi, qui était d'origine, n'était pas de super bonne qualité. Donc on a pu en racheter une de bien meilleure qualité, qui fonctionne vraiment très bien. Et puis grâce à ça, on peut du coup apprendre à mieux contrôler et mieux se servir de nos machines. Et de se dire, effectivement, pourquoi pas, si je refais une machine... je sais à peu près maintenant comment ça fonctionne, quel type de pièces je dois utiliser, et puis si plus tard il y a mieux, pourquoi pas s'y mettre, quoi. Enfin voilà, c'est mon petit point de vue là-dessus, sur l'avenir de tout ça. En fait, la question est assez complexe pour rentrer sur notre débat, c'est où est-ce qu'on en est dans 10 ans. Ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais, moi en fait il y a un truc que je trouve important aujourd'hui dans notre monde et dans la façon dont il va, c'est justement d'apprendre à revenir à ce que j'appelle du low-tech, du high-tech, c'est-à-dire des techniques ou technologies qu'on peut appréhender, qu'on peut comprendre
dans lequel on peut remettre les mains, qu'on peut entretenir, qu'on peut réparer. Ça fonctionne tant pour les graveuses numériques que pour nos voitures, que pour nos machines à laver. En fait, comment est-ce qu'on arrive à revenir vers des... en fait, on va aller un peu à l'envers de là où va notre monde, qui est en train justement d'aller plus vers du high-tech, donc des boîtes noires, où on ne sait plus du tout ni comment elles fonctionnent, ni comment la réparer, ni ce qu'il y a derrière, où on ne peut pas rentrer dedans. Typiquement, les voitures, tu ouvres le capot, maintenant, tu as un autre capot. Déjà, tu enlèves le deuxième capot et là, tu n'as accès à rien. Tu peux changer d'ampoule tout seul. Tu peux changer une ampoule, c'est 20 vis. Et puis, il faut démonter tout le côté, quoi. Tout par choc. Mais comment revenir en fait vers que le numérique reste un outil, ne devienne pas le cœur de notre monde, parce que c'est en train de devenir le cœur de notre monde. On a un monde qui parle à la société du libéralisme, du capitalisme, le numérique accélère tout le temps et veut toujours plus grand, plus. Et le numérique, quand il est au service de ce monde-là, il peut devenir dangereux à un moment, parce que le numérique, lui, il s'emballe. Enfin, quand on regarde les vitesses de processeurs, la loi de Moore, c'est tous les 2 ans, je crois, ça double, il me semble, un truc comme ça. J'ai plus exactement je crois que c'est quelque chose comme ça, mais on est sur une croissance exponentielle, et qui est toujours une croissance exponentielle. Même si aujourd'hui on le voit de moins en moins dans nos ordis, mais ce qui aussi amène l'obsolescence programmée, qui est en fait pas si programmée que ça, c'est par le fonctionnement même de notre monde et de la façon dont ça accélère. Et du coup, moi, si j'avais un souhait pour dans 10 ans, c'est pas forcément dire non au numérique et à tous ces nouveaux outils, mais en fait à trouver des formes plus raisonnées et plus justes, de rester de garder l'artisanat, et de juste en fait que ça reste des outils, et vraiment des outils, et que ça ne devienne pas les moyens. Voilà, actuellement, un des points positifs, moi que je trouve, c'est par exemple l'essor des technologies comme l'Arduino, comme le Raspberry, qui sont, c'est pas du low-tech, pas vraiment du low-tech parce que c'est quelque chose de moderne, récent, qui est en cours de développement encore, mais on voit que la tendance est, je vois la réaction des gens quand on leur présente un Raspberry par exemple, ou quand on leur présente des petites machines comme ça qui sont abordables. Un Raspberry, premier prix, c'est 35 balles la petite carte. Quand les gens, tu leur expliques qu'ils peuvent faire la même chose que ce qu'ils font sur leur ordinateur à 500 balles, mais qu'en même temps, ça tient là-dedans, et qu'ils payent 35 balles, les gens prennent de l'intérêt dessus. Et il y a beaucoup de... Je pense que c'est un nouvel essor, une sorte de nouvelle branche qui prend la suite un peu des branches open source, on va dire, et des branches de tout ce qui est libre, qui est en train de se créer. Et en fait, c'est du matos qui va vraiment dans ce sens-là, et dans l'accès aux gens, toutes les petites imprimantes, monter son imprimante 3D. Si on regarde sur internet, il y a des tutos où les gars ils le font avec 2 lecteurs DVD, ou un graveur laser avec 2 lecteurs DVD et une mini Arduino qu'ils mettent dedans. Donc c'est vrai que c'est des choses qui se rapprochent du low-tech et qui se rapprochent, qui sont un peu juste au milieu, qui sont assez intéressantes. C'est vrai que je me souviens qu'à l'époque, quand les imprimantes 3D ont commencé à émerger, c'était tout de suite... on peut créer quelque chose en 3D, tout ça, c'était relativement rare. Il y a eu juste quelques boîtes ou quelques assos qui en avaient une. Et puis les années ont passé et ça s'est rapidement, ça a été très ouvert aux petites entreprises, aux particuliers. Et voilà, on s'est rendu compte qu'effectivement, mine de rien, une nouvelle technologie du coup d'impression en 3D, c'est quand même pas rien, une nouvelle technologie a émergé. Mais elle a été rendue suffisamment simple pour être accessible à tout le monde, autant dans la conception que dans l'utilisation. Mine de rien, j'ai été assez scotché de voir qu'effectivement, si on bricole un peu, si on s'y intéresse, on peut fabriquer une imprimante 3D avec seulement quelques matériaux qu'on achète à droite à gauche, ou qu'on récupère, et ça peut être moi je trouve que ça peut être aussi amusant de faire ses propres outils. Moi je m'amuse autant à fabriquer mes machines parce que j'ai autant des machines électriques, portatives ou stationnaires que j'ai achetées, et autant il y en a quelques-unes que je me suis amusé à monter, à fabriquer moi-même. Et je trouve ça autant amusant de les fabriquer que de les utiliser. Enfin, c'est mon point de vue.
Et du coup, ce numérique-là, mine de rien, peut apporter aussi un certain plaisir, un certain cachet. Puis il apporte une autre force qu'on retrouve beaucoup dans FabLab, c'est comment, une fois que tu as ta première machine, CNC ou imprimante 3D, en fait, comment, à partir de celle-là, et ben, tu peux du coup augmenter, Ouais. l'optimiser, en créant de nouvelles pièces, et puis en créer d'autres. Mhm. Même si les impressions 3D plastiques ne sont pas les pièces les plus costauds mécaniquement, Mhm. une fraiseuse CNC ou une graveuse laser, ça permet de faire des choses aussi vraiment intéressantes en Ouais, termes ouais, de c'est sûr. pièces, de remplacement même des pièces que tu casses sur une machine. C'est l'imprimante 3D, moi, c'est une de ses fonctions premières et les premières que j'ai vu fonctionner, c'était pas dans un Fab Lab, c'était sur un bateau d'une personne qui était architecte naval, qui habitait, qui vivait et qui naviguait sur un prototype qu'il avait imaginé, dessiné. Et quand il faisait ses traversées, il a toujours une imprimante 3D dans son Pour bateau réparer. pour refaire les Ouais. pièces, comme il a des pièces qui sont pas communes Ouais. à faire. Et donc pour refaire ses pièces au fur et à mesure qu'il les cassait, qu'il avait un souci, en mode t'es en pleine traversée au milieu de l'océan. Bah vas-y, tu refais ta pièce, et là, tu peux pas changer. Et c'est vrai que je trouvais ça marrant, ce rapport où tu es dans quelque chose qui serait compliqué à faire en atelier, tu vas faire une version plus simple, plus légère et peut-être plus fragile que celle que tu ferais dans un vrai atelier, mais pour dépanner, c'est quand même... Pour déconner, c'est très Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment, tu vois, avec la technologie, comment ça va se développer et la miniaturisation des éléments. On parle de commandes numériques, tu vois, avec des tables de 3 mètres par 2, il faut avoir la place, c'est un investissement qui est hyper colossal. Aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle Shaper Tool là, qui vient d'être développé, c'est une défonceuse numérique et qui fait une fiche de commande num. Sauf qu'en fait, c'est elle qui se déplace. Enfin, toi, tu la déplaces sur ton plan de travail. Tu n'as pas besoin de mobiliser un plan de travail de 3 mètres par 2 avec l'outil qui se déplace en XY, c'est toi qui te déplace sur le truc et il est complètement libre. Là, elle fait les micro-déplacements. Ouais, c'est-à-dire que c'est une fraise qui tourne, mais qui tourne aussi sur un axe. Elle tu vois. compense... Elle compense elle En compense fait, en temps réel. elle a XY, mais sur des petits mouvements, enfin sur du 5 cm. D'accord. Du coup, toi, tu fais le déplacement global. Tu fais, Et puis elle va faire toutes les micro-mouvements à l'intérieur C'est de ton complètement dingue. mouvement. D'accord. tu vois, c'est le principe de la montre en fait, tu vois, avant tu avais toutes les grosses horloges comptoises et tout, et aujourd'hui on arrive sur des concentrés de technologie qui tiennent dans 2 cm sur 5 mm d'épaisseur, Oui. enfin c'est complètement fou, tu vois, et là ça va être, je pense que sur le numérique, j'attends de voir comment ça va se passer, mais quand on passe de pièces énormes jusqu'à la miniaturisation, est-ce que bientôt l'imprimante 3D, c'est pas toi qui va la tenir et qui va aller imprimer 3 en 3D, tu vois, j'en sais rien, mais pourquoi pas quoi, tu sais, il y a bien des stylos. Ce que j'ai en déjà. bas, c'est déjà ça, la graveuse Ouais. que j'ai. Alors tu peux graver que du 10 par 10, Ouais. mais tu peux aller la poser sur un meuble ou la poser dans un coin et elle vient graver sur cet endroit-là. Ah oui. Après, elle peut que graver, c'est pas un truc super capable, Ouais. mais t'as pas des oui, t'as des stylos comme possibilités ça de ce côté-là aussi. Aussi. T'as des stylos 3D, Des stylos d'impression 3D, ouais, Ouais. qui sont très utiles pour des retouches. Si t'as foiré ta pièce sur la gravure, Pour des réparations. pour des petites réparations oui. aussi. Et alors, après, je connais une plasticienne qui l'utilise, et c'est pas simple à utiliser. Ouais. C'est un Ouais, vrai coup de main. Je sais que là, on en a chopé un au CRM à Saint-Jean, on en a chopé un pour essayer d'expérimenter, pour faire des réparations, des retouches sur des pièces, et c'est vrai que c'est pas évident. Non, c'est un vrai coup de main. Ça demande un coup de main et être habitué au processus. Le temps passe, je pense qu'on va couper dans pas longtemps. Est-ce que vous auriez un petit mot de fin, chacun à dire sur ce... Moi, je dirais que si on avait fait cette réunion il y a 2 ou 3 ans, honnêtement, j'aurais dit le numérique, je ne veux pas en entendre parler. Moi, je travaille manuellement, avec des outils manuels ou électriques, parce que voilà, c'est comme ça enfin, c'est plus de la noblesse du travail. Voilà, c'est le charme de tout faire avec ses propres mains. Mais mine de rien, j'ai été converti quelque part où je me suis retrouvé. Le fait est qu'effectivement, avoir un outil numérique me permet de gagner du temps, de la précision et de la qualité. Et c'est pas rien, et franchement, moi ça me va bien. Ça me va bien. Je l'utilise de temps à autre pour mes jeux, pour faire même tout simplement de la personnalisation d'objets, faire de l'image. Plutôt que de passer 3 heures avec un pyrograveur,
Bon, je vais passer un petit peu de temps sur l'ordinateur, mais après, je sais que ce sera relativement propre et optionnel. Hein. C'est pas non plus. Je fais pas que ça. Voilà, je fais pas que ça. C'est juste si j'en ai besoin, je l'utilise. Mais je me concentre pas là-dessus. Donc pour moi, tout va bien. Je suis en accord avec ça. Non, ouais, je suis en fait assez en accord. Le numérique apporte quand même énormément de choses dans notre monde, tant qu'il reste pour moi sur des échelles qui sont, enfin, de rester, enfin, de veiller à que ce soit reproductible, que ce soit réparable, que ce soit. Il y a une vraie force, je trouve, dans le mouvement du DIY, des Fab Labs, qui est dans la suite du mouvement des hackers, mais qui sont des mouvements qu'il faut continuer à pousser et qui permettent énormément de choses, et puis qui permettent aussi de la résilience, qui permettent de s'emparer de techniques et de pas de réinventer la roue, mais de savoir comment fonctionne une roue, de pouvoir les refaire soi-même et de pouvoir grandir de manière collective, et non pas que... Mais voilà, de garder cette vigilance à que ça puisse faire grandir tout le monde, et que ce soit des techniques et des outils qui restent des outils et qui restent utilisables par tout le monde, et qui se diffusent et qui restent... et non pas des boîtes noires qui nous emprisonnent, en fait, d'une certaine manière. Ouais. Après, là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Du coup, je sais pas trop. Moi, je vois mon approche à la base j'ai jamais été formé au numérique, donc c'est quelque chose que j'apprends sur le tard. Je suis assez curieux de voir, donc je continue à me développer pour rester au contact de ce qui se fait aujourd'hui, et puis pas être complètement largué et être dans les chevaux. Mais je suis assez curieux de voir, tu vois, les générations qui sont nées dans le numérique, du tout numérique, comment vont s'emparer du truc et comment ils vont grandir avec, et s'ils vont justement réussir à être raisonnés avec ça. Moi, c'est les parents. Enfin, moi j'étais juste, je crois, j'ai l'impression j'étais dans l'artisanat, tu vois, pur et dur, et d'être né un peu trop tard pour être confronté au numérique, et j'avais pas, en fait, j'ai jamais été intéressé à ça, tu vois. Je crois que ça m'a jamais transcendé tout ce qui était numérique dans tout ce que j'ai pu faire jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, quoi, jusqu'à il y a une dizaine d'années. Et puis d'un coup c'est venu, et je vois ce que ça m'apporte. Voilà, mais je vois aussi que j'ai mes limites par rapport à ma formation, en fait. Mais c'est un peu le côté que tu disais, le côté... parce que au niveau de 10 ans, les imprimantes 3D et les côtés machine do it yourself, c'est à peu près là où elles ont commencé à apparaître, en fait. Donc c'est peut-être ça, c'est que le moment où justement on a sorti le numérique de cette boîte noire, ou des choses qui sont arrivées et qui n'étaient plus en mode boîte noire fermée, où c'est là où c'est devenu accessible et compréhensible pour la plupart du temps. Moi je suis hyper admiratif de tout ça, quoi. Je me dis, mais c'est génial, enfin les gens prennent possession, en fait, et ils deviennent acteurs, quoi. Ils sont pas juste là à acheter, tu vois, à sortir une carte bleue, aller dans un magasin. Non, ils deviennent acteurs du truc, et c'est hyper important. De toute façon, c'est vrai que le gros point positif, c'est que c'est de plus en plus... La tendance est là, quand on voit les projets... Un peu de batterie. Voilà. Les projets... quand on voit les projets Fab Lab qui sortent de partout, qu'il y en a à Saint-Marcelin, que nous on bosse sur un mini Fab Lab aussi sur Saint-Laurent, et qu'il y a des projets comme ça qui sortent de partout, c'est vraiment encourageant dans cette dynamique-là, dans la compréhension de l'outil numérique. Ouais. Merci bien.